Bonjour, je vous présente ici une petite introduction sur la morphométrie des galets. Bon, vous trouvez ici dans cet ensemble de galets que vous avez devant vous un lot à gauche que vous pouvez bien sûr déjà qualifier d'éléments qui sont anguleux. Voilà, ils sont anguleux, franchement anguleux. Dans cette partie médiane, vous avez ici des galets qui ont perdu un petit peu leurs angles, pas autant, pas beaucoup quand même, mais quand même les angles sont adoucis, on les voit sur les facettes ici, et on les voit mieux encore par là. Donc les angles sont un petit peu émoussés, je peux dire que c'est plus ou moins émoussé, pas vraiment, mais subanguleux, émoussé à subanguleux, ou subanguleux à émoussé. Et on voit un galet ici qui est vraiment subarrondi. Ce n'est pas vraiment arrondi, mais subarrondi. On voit ici des éléments, des galets qui sont aplatis. Donc vous les voyez, c'est aplati. Et on voit ici, bien sûr, un objet que vous connaissez très bien, bon, une orange qui est presque arrondie, quoi. Donc, bon, pourquoi dans la nature, bien sûr, vous le savez très bien que plus un objet est transporté par un courant, plus il va subir une érosion sur les angles et plus il a tendance à être arrondi. Donc, finalement, dans la nature et disons virtuellement ou en supposant qu'un galet va faire un long trajet, en général, il va finir par être arrondi, pratiquement arrondi. Et donc c'est même le principe, c'est le principe, si vous voulez, de la morphométrie. Bon, en partant de ce principe, c'est-à-dire que plus un galet sera transporté pour un long trajet, plus il a tendance à devenir sphérique. Et qu'est-ce que ça veut dire sphérique? Sphérique, ça veut dire qu'il possède une seule dimension. Vous voyez, il possède une seule dimension. Donc, si à peu près, si je prends cette orange, donc c'est quand même une sphère. La sphère, elle a, bien sûr, un diamètre ou un rayon. On peut la décrire par son diamètre ou par son rayon. C'est la même chose et ça reste toujours une sphère. Il n'y a qu'une seule dimension. Tandis que si vous voyez un petit peu nos galets ici, je peux très bien caractériser un galet par plusieurs dimensions et non pas par une seule comme c'est le cas de l'orange ici. Ben, pourquoi? Parce que je vois ici différentes dimensions, tout simplement. Et donc, c'est le principe de la morphométrie sera basé essentiellement sur ces dimensions. Donc, je change de marqueur. Je reconnais ici une première dimension que je vais appeler, bien sûr, grand L. Ça, c'est grand L. C'est la longueur, tout simplement. Et puis, on a une autre dimension perpendiculaire à grand L et dans le même plan, c'est petit l, c'est-à-dire la largeur. Donc petit l et grand L vont faire un plan. C'est le plan principal du galet. Donc c'est le plan principal du galet. Plan principal, grand L, petit l. Mais perpendiculairement à ce plan grand L, petit l, il y a un autre plan dans lequel on va trouver une autre dimension qui est E. C'est l'épaisseur. C'est l'épaisseur. Donc, on vient de définir ici trois dimensions, grand L, la longueur, la largeur, petit l, et E, l'épaisseur. L'épaisseur. Vous voyez? Donc, contrairement à ce que l'on a vu dans cette orange, on n'a qu'une seule dimension. Il y a une seule dimension, c'est-à-dire
partant de la périphérie vers le centre, bon, vous allez mesurer dans toutes les directions un seul rayon. Bien sûr, un seul rayon. Bon, c'est-à-dire que cela va nous permettre d'évaluer un petit peu les rapports entre ces dimensions, bien sûr, grand L, petit l et E, et on va voir à quoi on peut arriver. Finalement, les différences ou les rapports, si vous voulez, dans certaines formules que l'on va voir, ils vont nous montrer quand même peut-être une idée sur l'évolution géologique, si vous voulez, ou l'histoire géologique, ou l'histoire toute simple d'un galet à partir de l'endroit où il va quitter la roche-mère. Bon, si vous voyez ici, c'est un gabbro, bien sûr, il est anguleux, on voit bien les angles aigus. C'est un galet que j'ai pris à la base de la butte, enfin de la colline de Ktara, le gabbro. Ici, vous voyez, ce sont des grès, un grès pratiquement anguleux, donc on l'a collecté directement sur la montagne, de la même manière pour ça. Ça aussi, un béryl ou un autre. Alors que les trois autres, certainement, ils ont fait un certain parcours, et d'autres qui ont été largement, bien sûr, érodés et même aplatis. Ça, ce sont trois échantillons que j'ai pu ramener de Soueria. Bon, cet échantillon est scié quand même par ici, donc, mais il était rond, il était arrondi comme ça. Voilà, donc là c'est une idée sur trois lots avec trois histoires différentes, bien sûr. Mais à travers ça, on va essayer de mesurer les différentes dimensions mesurables d'un galet. Il nous reste une quatrième dimension. Une quatrième dimension, regardez, pour un petit peu savoir ce que c'est, cette quatrième dimension, on peut comprendre comment on peut la retrouver. Regardez ces angles. Ces angles, ils sont aigus. Mais plus ces angles, plus cet élément va être transporté, plus il va se rapprocher un petit peu de celui-ci, et plus les angles seront adoucis, ils sont érodés, et les angles vont devenir des arcs de cercle. Des arcs de cercle. Et plus un échantillon est transporté, plus son arc de cercle va tendre à devenir le cercle, c'est-à-dire global, qui va contenir tout disons, la surface de la sphère, quoi. Donc, ça va devenir circulaire. Donc, c'est-à-dire que plus un échantillon, enfin, un galet est transporté, plus il aura tendance à avoir, donc, des angles qui auront tendance à devenir pratiquement circulaires et qui vont s'intégrer dans un seul cercle qui va faire, bien sûr, la périphérie du galet. Bon, cela veut dire quoi? Cela veut dire que on peut aller chercher ces rayons dans un galet. Il faut chercher les angles et les mesurer, parce que plus un galet est transporté, plus les angles seront très grands, et ils auront tendance à devenir circulaires, quoi. Donc ça va devenir un arc de cercle, mais très grand par rapport, c'est-à-dire qui s'intègre dans le volume global de l'élément. Alors que plus un élément n'est pas transporté, plus il est resté sur place, plus on va trouver des petits rayons, c'est-à-dire des angles qui vont faire des petits rayons. Et c'est ce que l'on va chercher. Donc on va chercher le petit rayon, petit r ou petit rayon. Donc là, je reconnais par exemple le petit rayon ici. Il y a un petit rayon ici. Bon, il y a un petit rayon sur ce galet par exemple. Pas celui-ci parce qu'il est assez arrondi, pas celui-là non plus. Mais là, il nous montre un petit rayon.
Donc on va mesurer ce petit rayon. On va mesurer ce petit rayon, par exemple ici. Ok. Et pour d'autres, bien sûr, s'il s'agit de ça, bon, on va chercher un petit rayon, peut-être celui-ci, ou peut-être ça. Donc, ça, c'est le petit rayon. Mais comment va-t-on mesurer le petit rayon? Bon, d'abord, vous voyez que on a déjà à mesurer grand L, petit l et E. Pour cela, on ne va pas les mesurer avec des règles. Bah, regardez, si vous essayez de mesurer ça à la règle, ça ne marche pas. Il y a toujours des difficultés de trouver exactement l'épaisseur, etc. Ou au moins, il faut faire des projections, quoi. Ce n'est pas du tout facile. Pour cela, on va mesurer les trois grandes dimensions d'un galet, c'est-à-dire grand L, petit l, et l'épaisseur grâce à ce qu'on appelle un pied à coulisse. Regardez, c'est un pied à coulisse. Bon, c'est tout simplement une règle. Regardez, c'est très pratique parce que il suffit que je fasse comme ça. Voilà, et je lis à ce niveau. Je lis au niveau du 0. Regardez, je lis au niveau du 0. Un pied à coulisse, vous le voyez, vous le rencontrez, enfin, vous trouvez tous les gens qui travaillent dans la mécanique ou quelque chose de très précis utilisent des pieds à coulisse, bien sûr, parce que c'est très précis. Donc, j'ai fixé ma longueur, ici grand L, que je vais mesurer. Donc, je vais rester, j'ai laissé ça fixe. Et regardez, on va lire. On va lire un petit peu. Regardez, ça tombe. Moi, je peux lire, c'est 94,8. 94,8 ou même ,9. 94,9. Bon, 8. 8. Ah non, 9. 9. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est la graduation ici 9. Regardez 9. Vous lisez ici 9. Qui coïncide avec une graduation de la deuxième. Il y a une petite réglette. Il y a une petite réglette par là. Il y a deux. Voilà, j'essaie de montrer ça comme ça. Voilà. Il y a une. Le 0. Je lis ici 94. C'est presque 95, mais c'est pas encore 95. Regardez, c'est 94, quoi. J'essaie de trouver quelle graduation parmi ces graduations d'en bas qui coïncide avec une graduation d'en haut ici. Et je trouve c'est le 8. C'est le 8 qui coïncide. Pas une autre graduation ne doit coïncider. Je ne trouve que le 9. Bon, le 9. Quand même, le 9, je pense. Le 9. Bon, on va considérer le 9. Le 9, il coïncide avec une graduation qui est le 13 ici. Donc, je lis 94. 94. OK. Ce n'est pas 95, parce que là, c'est 95. Mais 94,9. Voilà le principe de... C'est le principe du pied à coulisse. Donc, je lis 94,9. Bon, je mesure, je prends cette mesure, bien sûr, je le prends. Grand L, donc grand L, 94,9, c'est grand L. Je prends petit L, je prends petit L aussi. Bon, petit L. Voilà, petit L. Je lis ici
Encore une fois. J'essaie de lire. C'est 61. Oh. 61, vraiment 61. 61,1. 61,1. Donc 61,1. L'épaisseur, je prends l'épaisseur, petit e, là, et vous lisez c'est 29, bon c'est pas, c'est 28, 3 ou 4, 3 ou 4. Non, c'est 27,3. C'est 27,3. Donc 27,3. 27,3. Bon, 27,3. Il nous reste bien sûr le petit R. Bon, si on a pris tout ça, bon, il y a un rayon. Il y a une courbure ici. Enfin, dans le plan grand L, petit L, je vais essayer de trouver un petit rayon. Pas celui-ci, parce qu'il est, ça c'est grand. Ça c'est aussi grand, relativement grand. Mais ça c'est petit. Donc je vais prendre celui-ci pour petit rayon. Ce qu'on appelle le petit rayon. Et le petit rayon, je vais le lire sur quoi? Parce que je ne peux pas le prendre par le pied à coulisse. Ça, c'est un pied à coulisse, bien sûr. Je ne peux pas le prendre par un pied à coulisse, mais je vais quand même le prendre par ce qu'on appelle une cible. Une cible. Voilà une cible. C'est quoi? Une cible, ce sont des cercles concentriques et qui sont gradués en millimètres. C'est ce qu'on appelle une cible. Donc, une cible, je vais prendre... C'est quoi? Le principe, c'est quoi? Ben, c'est de chercher le rayon ici, un grand arc de cercle qui doit coïncider avec un rayon, ou un cercle plutôt, de ma cible. Ma cible, ce sont des cercles concentriques millimétrés. Donc 1 mm, 1 mm, là les grosses graduations sont des centimètres. Donc ça facilite la lecture. Et je dois faire coïncider quand même mon petit rayon avec un cercle de... Il faut qu'il recouvre quand même une grande partie. Il faut qu'il recouvre quand même une grande partie de cette courbure. Donc je lis ici par exemple 10. Bah, je peux lire 10. 10. Bon, ça couvre un petit peu 10. Bon, peut-être 11 ou 12. 11 ou 12, ça marche. 12. C'est 10 plus 2 mm. 12. Donc, je peux lire 12 mm. 12. OK. Bah, si vous faites avancer, ça marche pas. Si vous faites reculer, ça marche pas. Il faut que ça coïncide avec un cercle qui va couvrir une bonne partie de ce rayon. OK? Donc, si vous faites avancer, ça ne marche pas. Si vous faites reculer, ça ne marche pas. Donc, il n'y a qu'un cercle qui va convenir vraiment. Bon, je dirais que c'est 12, par exemple, 12. Donc, je prends mon rayon, ici, 12. 12 mm. Voilà. Donc, le principe, c'est exactement ça. Si j'ai à refaire un petit rayon d'un autre, ici, c'est plutôt 10. Ici, c'est plutôt 10.
Bah, si je prends un rayon, regardez, si je prends un petit rayon, c'est pas d'un autre, plutôt ça, regardez, si je prends le petit rayon ici, regardez, ça va tomber vers les 20, 22, 23, c'est 23, donc regardez, c'est 23 qui va couvrir une bonne partie de ce rayon, donc 23 ou même 24, 23, ça marche, 23 mm. Vous voyez, donc, plus le petit rayon est petit, plus on va le trouver ici. Bon, pourquoi, donc, on va retenir ces dimensions? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces dimensions? Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire avec ces dimensions? On va essayer, regardez, ça c'est un galet un petit peu bien poli et même aplati. Donc vous trouvez le petit rayon à peu près 15 ou 14. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une cible. Donc c'est une cible. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire des formules qui sont déjà établies pour définir ce qu'on appelle l'indice d'émoussé et l'indice d'aplatissement. Donc, on va prendre ces valeurs. Que j'ai retenues ici. Donc, j'ai retenu déjà mes 4 valeurs. Et vous allez prendre, je vais calculer pour cet échantillon un indice d'émoussé et un indice d'aplatissement. Donc, vous allez voir directement ces formules tout de suite. Mais vous allez me dire, est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas, bien sûr. On va prendre pas un seul échantillon. Regardez, si on a pris ici un échantillon, ce n'est que l'échantillon 1. Il faut prendre au moins 50 échantillons. Et dans une étude sérieuse, il faut pas moins de 100 échantillons. Et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que vous allez prendre des échantillons d'un endroit, un environnement sédimentaire, vous allez, disons, prendre une surface par exemple d'un environnement sédimentaire, soit disons une plage ou un limageur d'un oued ou encore, si vous voulez, un glacis ou autre chose. Et donc, vous allez prendre ces échantillons de telle manière à ce qu'ils soient de taille un petit peu voisine, mais aussi de nature voisine. Parce que vous n'allez pas prendre quand même un granit et un calcaire. Ça n'a pas de sens parce que le granit, il va résister au transport, alors que le calcaire, il résiste beaucoup moins. Donc, vous allez prendre par exemple un granit, une rhyolite, vous avez des gabbros. Tout ça, vous allez trouver certainement dans un même milieu. Ou même des jaspes ici, c'est des sortes d'agates. Donc ça, ce sont des roches qui vont certainement, des quartzites aussi, qui vont résister et ils vont supporter le trajet de la même manière. Autrement dit, les conséquences du trajet et du transport seront presque les mêmes sur ces échantillons ou sur ces natures de roches, bien sûr. Donc vous voyez que il y a quand même un certain protocole à suivre pour l'échantillonnage et pour faire aussi le pourcentage des natures pétrographiques que vous allez trouver. Donc il faut faire un pourcentage des natures pétrographiques. Par exemple, pour une surface que vous allez définir, vous allez trouver 50% de granit, 20% je sais pas, de rhyolite, 10% de gabbro, etc. Donc là, c'est ce que l'on peut faire au fur et à mesure que l'on échantillonne, bien sûr, un environnement sédimentaire donné. Voilà, je m'arrête ici parce que l'essentiel ici, c'était uniquement de vous montrer exactement qu'est-ce que l'on fait en classe. Qu'est-ce que l'on fait en classe? On va mesurer
à l'aide d'un pierre coulisse les trois dimensions d'égaler et à l'aide d'une cible ici, on mesure le petit rayon. Voilà, c'est ce que l'on fait. Et puis, on va collecter l'ensemble de 50 échantillons, par exemple, ou une centaine d'échantillons, et on va passer au calcul, bien sûr. Voilà, je m'arrête ici, bien sûr. Merci.